Un uniforme de serveuse payé 10 € de l'heure. Une fortune familiale de 10 millions d'euros. On dit que l'amour comble tous les fossés. Mais certains fossés ne sont pas seulement larges. Ce sont des canyons dissimulant une décennie de secrets. Adrien de Valois, un homme qui avait tout, était prêt à donner son cœur à Hélène, une serveuse qui n'avait rien. Mais leur mariage somptueux, qui s'annonçait comme l'événement de la saison, n'était pas la célébration de leur avenir. C'était l'acte final de son passé. Que se passe-t-il lorsque le « oui » de la mariée est le détonateur d'un piège préparé depuis des années? Restez avec nous, car c'est une histoire que vous devez entendre pour y croire. L'odeur de café rassis et de nettoyant industriel était la première chose qui vous frappait en entrant dans le Cuillère de Cuivre. C'était une odeur qu'Hélène en était venue à associer à la survie. Pendant 10 heures par jour, 6 jours par semaine, elle naviguait dans les allées étroites entre les tables en formica, jonglant avec des assiettes brûlantes et répétant des plats du jour qu'elle connaissait par cœur. Son tablier, autrefois d'un blanc impeccable, était maintenant une carte de ses services passés. Un fantôme jaune moutarde ici, une légère éclaboussure de ketchup là. Elle était Hélène, la serveuse discrète et travailleuse, aux yeux fatigués et aux mains rapides. Ses collègues l'aimaient bien. Elle prenait toujours les doubles services que personne ne voulait et ne se plaignait jamais. Ses clients la voyaient à peine. Elle était une paire de mains livrant un croque-monsieur, une tasse de café remplie, une addition. Elle vivait dans une chambre de bonne au 6e sans ascenseur dans un quartier peu branché de Paris, un endroit où les sirènes étaient une berceuse constante. Toute cette existence était un mensonge méticuleusement élaboré. Quand Adrien de Valois est entré au Cuillère de Cuivre un mardi pluvieux, il n'avait pas l'air d'un millionnaire. Il portait un simple enlet gris, un jean usé et une barbe de 3 jours que la vraie Hélène, Katharina, aurait identifié comme savamment négligée. Mais son personnage d'Hélène a simplement vu un homme occupant à lui seul une précieuse table de 4, le regard fixé sur un ordinateur portable. Il a commandé un café noir, puis un autre, et encore un autre. Pendant 3 heures, il est resté assis, à taper et à bu. Lorsque le calme de fin d'après-midi s'est installé, Hélène s'est finalement approchée de lui, cafetière à la main. « Je vais vous passer au déca, sinon vous allez vibrer jusqu'à vendredi », dit-elle, sa voix douce empreinte de l'épuisement répété qu'elle avait perfectionné. Il leva les yeux, et son regard, d'un bleu étonnamment clair, sembla la voir pour la première fois. Il sourit, un sourire authentique et asymétrique qui l'a pris au dépourvu. « Vendredi, hein? Ça pourrait me convenir. Je suis Adrien. »« Hélène, » répondit-elle en versant le café. « Dure journée au bureau. »« Quelque chose comme ça, » soupira-t-il en passant une main dans ses cheveux sombres. « J'essaie de prouver qu'un projet d'énergie durable n'est pas seulement un moyen de perdre de l'argent. Mon conseil d'administration n'est pas très réceptif. » Ils parlèrent pendant 20 minutes. Hélène joua son rôle. La fille simple à la sagesse simple. « Eh bien, » avait-elle dit, « il me semble que faire ce qui est juste ne devrait pas dépendre de ce que pense une bande de types en costume. » C'était une réplique, bien sûr, une réplique calculée et testée, mais Adrien l'a cru. Il lui laissa un pourboire de 50 € sur une note de 12 €, et plus important encore, un mot sur une serviette en papier. « J'adorerais entendre davantage de votre sagesse simple. Peut-être autour d'un repas que vous n'auriez pas à servir. » Leur romance fut, de l'avis de tous, un tourbillon de contes de fées. Adrien était enchanté par elle. Elle était, selon ses propres mots, réelle. Elle ne ressemblait pas aux femmes avec qui il avait grandi, des femmes dont les lignées étaient aussi soignées que leur portefeuille d'investissement. Hélène était gentille, elle était humble, et elle semblait totalement indifférente à son nom de famille. Il l'emmena à des galas, et elle portait une simple robe achetée aux Galeries Lafayette pour laquelle elle avait économisé. Il la présenta à ses amis, et elle les charma par son manque de prétention. Il ne visita jamais son appartement. Elle disait toujours qu'il était trop petit, trop en désordre, qu'elle avait honte. Il disait toujours qu'il s'en fichait, mais elle se contentait de rire et de changer de sujet, le rejoignant plutôt dans son impeccable appartement haussmannien du Marais. L'endroit où elle rentrait vraiment n'était pas une chambre de bonne au 6e étage. C'était un appartement sécurisé et insonorisé dans un immeuble quelconque de la Défense. Un appartement qui servait de centre de commandement. Son nom n'était pas Hélène. C'était Katharina Rostova. Et les murs de son appartement n'étaient pas couverts d'imprimés bon marché. Ils étaient couverts d'une toile d'araignée complexe de photographie, de graphiques financiers et de chronologie, tous centrés sur un seul nom, Valois Entreprises. Lorsqu'Adrien de Valois était entré dans ce bistrot, ce n'était pas un accident. C'était une convocation. Katharina l'étudiait depuis 6 mois. Elle avait fait fuiter une fausse projection financière pour une entreprise rivale sur un blog qu'elle savait qu'il lisait, sachant que son projet passionné d'énergie verte était sa seule vulnérabilité. Elle avait calculé les probabilités,
recherché ses habitudes et s'était placé, Hélène la serveuse, directement sur son chemin. Elle n'en voulait pas à son cœur. Elle en voulait à sa famille. 6 mois après leur rencontre arrangée, Adrien était à genoux dans le jardin du Luxembourg, les feuilles d'automne peignant le sol d'or et de rouge. Il tenait une bague qui aurait pu rembourser le prêt de tout son immeuble parisien. « Hélène, dit-il, ses yeux bleus brillants de larmes non versées. Tu fais de moi un homme meilleur. Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais connue. Épouse-moi. » Katarina Rostova, la femme qui avait passé les 10 dernières années de sa vie à se forger une identité à partir de deuil et de vengeance, regarda l'homme qui était le fils de son plus grand ennemi. Elle sentit une secousse écœurante et non scénarisée dans sa poitrine. « Oui, » murmura-t-elle en tant qu'Hélène. « Oui, Adrien, je t'épouserai. » Elle l'avait. La clé du royaume, le cheval de Troie, était officiellement invité à franchir les portes. Le plan fonctionnait parfaitement. Alors pourquoi, alors qu'il glissait le diamant incroyablement lourd à son doigt, avait-elle l'impression de venir de commettre la plus grosse erreur de sa vie? Les portes du domaine de la famille de Valois dans la vallée de Chevreuse n'étaient pas de simples portes. C'était une déclaration. 6 mètres de fer forgé, conçus pour paraître anciens et imposants, s'ouvrirent silencieusement pour accueillir l'élégante audinoire d'Adrien. Hélène, assise sur le siège passager, jouait son rôle à la perfection. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, ses yeux écarquillés de ce qu'Adrien interprétait comme de l'émerveillement. Il se pencha et lui serra la main. « Ne sois pas nerveuse. Ils vont t'adorer. Ma mère, bon, elle peut être un peu difficile, mais elle verra ce que je vois en toi. » Katarina dut se retenir physiquement de ricaner. Elle n'était pas nerveuse. Elle scannait. Elle compta les caméras de sécurité, 12 rien que sur l'allée principale. Elle nota les plaques de pression déguisées en pavés et l'équipe de sécurité en gilet pare-balles essayant de ressembler à des jardiniers. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse. Ils se mariaient dans 3 mois, et c'était la présentation officielle à la famille, couplée à un week-end de préparation initiale du mariage. Alors qu'ils s'arrêtaient devant la maison principale, une monstrueuse bâtisse de calcaire tentaculaire qui ressemblait à un musée qui aurait épousé à contre-cœur une banque, les portes d'entrée s'ouvrirent. Geneviève de Valois se tenait en haut des marches. C'était une grande femme squelettique moulée dans une robe fourreau bleu marine. Ses cheveux blonds argentés étaient tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Juste derrière elle, l'air déjà ennuyé, se tenait un homme dans un costume parfaitement taillé. « Adrien, mon chéri. » La voix de Geneviève était comme de la glace pilée. « Tu es en retard. »« Désolé, mère. » La circulation était terrible, dit Adrien en lui embrassant la joue. Il se tourna et rayonna, tirant Hélène vers l'avant. « Mère, la voici. C'est Hélène. » Hélène afficha son meilleur sourire candide, une légère rougeur sur les joues, la main tendue. « C'est un tel honneur de vous rencontrer enfin, Madame de Valois. Votre maison est... Waouh! C'est tout simplement magnifique. » Geneviève regarda la main tendue d'Hélène pendant 3 bonnes secondes avant de la prendre, sa poignée molle et brève. Ses yeux balayèrent Hélène, de ses baskets bon marché mais propres à sa robe à 60 € d'un grand magasin. L'évaluation fut rapide et brutale. « Charmante, dit-elle. Et voici mon frère, Robert, ajouta Adrien, désignant l'homme en costume. Robert de Valois était l'opposé d'Adrien. Là où Adrien était chaleureux, Robert était poli jusqu'à un éclat froid. Il était le directeur des opérations de Valois Entreprises, et il en avait l'air. Il adressa un signe de tête à Hélène. « Alors, c'est vous, la serveuse. » Il prononça le mot « serveuse » comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. « C'est moi, » dit Hélène vivement, refusant de se laisser intimider. « Je fais un excellent café. »« J'en suis sûr, » dit Robert en se tournant vers Adrien. « Père est dans son bureau. Il nous attend pour l'apéritif à 19 h. Ne sois pas en retard à nouveau. » Il entra sans un regard en arrière. Le dîner fut une masterclass en guerre psychologique. Il se déroula dans une salle à manger qui aurait pu accueillir 40 personnes. La table était dressée avec une porcelaine dont Hélène Katarina savait qu'elle coûtait plus que son salaire annuel au bistrot. Le patriarche, Théodore de Valois, était assis en bout de table. Il était une présence silencieuse et imposante. Il avait dit exactement 6 mots à Hélène. « Enchanté de vous rencontrer, jeune femme », avant de tourner son attention vers une dispute brutale et chuchotée avec Robert au sujet des bénéfices trimestriels. Cela laissait Hélène seule avec Geneviève. « Alors, Hélène, d'où venez-vous exactement » demanda Geneviève en s'épongeant les lèvres avec une serviette. « Oh, juste un petit village de la Creuse. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, » dit Hélène, s'en tenant à l'histoire d'Hélène que Benoît,
son partenaire technique, avait construite. Une fausse ville, de faux dossiers de lycée, une fausse famille décédée, une histoire de fantôme numérique. Je suis sûr que non, acquiesça Geneviève. Et vos parents? Ils sont décédés quand j'étais jeune, dit Hélène, injectant la juste dose de tristesse. Je me suis débrouillée seule pendant un certain temps. Oui, dit Geneviève en prenant une gorgée délicate de vin. Ça se voit. Elle se tourna vers Adrien. Chérie, à propos du mariage. J'ai pris la liberté de réserver le personnel événementiel d'élégance et la salle de bal du Ritz pour la réception. Nous devrons faire venir les orchidées de Hollande, bien sûr. Doucement, maman, rit nerveusement Adrien. Nous n'avons même pas parlé d'une date, et Hélène et moi pensions à quelque chose de plus simple. La fourchette de Geneviève s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Plus simple. Adrien, un mariage de Valois n'est pas une fête. C'est une déclaration. C'est une réaffirmation de notre position. Nous n'allons pas avoir un petit mariage dans une grange quelque part juste parce que ta fiancée est habituée à… Eh bien, des choses plus simples. L'insulte flottait dans l'air, épaisse et suffocante. Hélène sentit Adrien se tendre à côté d'elle, prêt à prendre sa défense. Mais Katharina savait que c'était un test. Si Hélène était faible, Geneviève la dévorerait. Si elle était trop forte, Geneviève deviendrait méfiante. Hélène posa une main sur le bras d'Adrien. Elle regarda Geneviève avec de grands yeux sincères. Madame de Valois. Geneviève, je comprends. Je n'ai jamais fait partie de quelque chose comme ça. Je ne connais rien aux orchidées de Hollande. Elle eut un petit rire autodérisoire. Je veux juste qu'Adrien soit heureux. Si un grand mariage est ce qui convient à votre famille, alors je veux juste faire ma part. C'était la réponse parfaite. Elle était soumise, mais pour le bien d'Adrien. Elle n'était pas une menace. Elle était de l'argile, prête à être modelée. L'expression de Geneviève s'adoucit d'une fraction. C'était le regard d'un prédateur qui venait de confirmer que sa proie était bien faible. Eh bien, dit-elle presque gentiment. Au moins, vous êtes enseignable. Nous commencerons par votre garde-robe demain. Plus tard cette nuit-là, dans la somptueuse chambre d'amis qui était plus grande que tout son centre de commandement, Adrien la tenait dans ses bras. Je suis tellement désolé, Hélène. Ma mère. Elle est. C'est bon, murmura Hélène, posant sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier et confiant de son cœur. Elle est juste protectrice envers toi. Je comprends. Tu as été incroyable, dit-il en lui embrassant les cheveux. Tu l'as mieux géré que je ne l'ai jamais fait. Tu es si forte. Tandis qu'Adrien s'endormait, Hélène resta éveillée, fixant l'obscurité. Elle avait passé le test. Elle était dedans. Elle avait trompé la mère, le frère et le fils. Son regard dériva vers le couloir où elle savait que se trouvait le bureau de Théodore de Valois. Le bureau où, selon ses recherches, il gardait son serveur privé. Elle avait 3 mois. 3 mois pour trouver le grand livre rouge, la seule preuve que son père, Julian Rostova, était mort en essayant d'obtenir. Le livre qui prouvait que Théodore de Valois n'avait pas seulement surclassé ses rivaux. Il les avait systématiquement détruits, piégés, et dans le cas de son père, l'avait conduit à la ruine financière et à une crise cardiaque fatale qui s'ensuivit. Adrien bougea dans son sommeil, la serrant plus fort. « Je t'aime, Hélène », marmonna-t-il. Une douleur froide et aiguë, peut-être de la culpabilité, la transperça. Elle l'ignora. « Je t'aime aussi », murmura Katharina. C'était le mensonge le plus facile et le plus difficile qu'elle ait jamais dit. Les 3 mois suivants furent un tourbillon étourdissant. Le jour, Hélène était la parfaite fiancée malléable. Elle était emmenée par le chauffeur de Geneviève à des essayages chez Dior, à des dégustations de gâteaux avec un pâtissier venu de Paris, et à des visites de lieux où elle hochait la tête, souriait et disait « Ce que vous pensez être le mieux, Geneviève ». Elle jouait à la perfection le rôle de la fille de province dépassée et reconnaissante. Elle laissait Geneviève la remodeler, troquant ses baskets de serveuse contre des Manolo Blahnik, ses mélanges de coton contre de la soie brute. Geneviève, de son côté, semblait apprécier son nouveau projet. « Nous devons vous mettre à un régime de soins de la peau approprié, ma chère », disait-elle en pinçant la joue d'Hélène. « Vos mains sont un défi. » La nuit, Katharina Rostova était un fantôme. Pendant que le domaine de Valois dormait, elle se glissait. Hors de la chambre d'amis, ses pieds nus silencieux sur les tapis moelleux. Armée d'un jeu de crochets sur mesure, d'une microcaméra et d'un brouilleur de signal de la taille d'une paume, elle cartographiait la maison. Elle documentait les patrouilles de sécurité. Elle apprit les codes d'alarme que Geneviève, dans un moment de confiance condescendante, lui avait donnés. Le code est l'anniversaire d'Adrien. Tellement sentimental.
Son partenaire Benoît Cartier était son seul lien avec la réalité. Il avait été le responsable informatique de son père, un magicien de la technologie qui avait juré d'aider Katharina à obtenir justice. Il était son cousin de province, la seule famille qu'elle avait et qui l'accompagnerait à l'hôtel. Il lui fournissait des informations de l'extérieur. Le bureau est inaccessible, chuchota-t-elle dans un téléphone prépayé une nuit, blotti dans une salle de bain. Théodore a un scanner biométrique sur la porte. Je ne peux pas passer sans son pouce, et je ne vais pas essayer de relever son empreinte. Ne le fais pas. C'est trop risqué, crépita la voix de Benoît. Mais j'ai creusé. Geneviève a engagé un détective privé, un type nommé Monsieur Dubois. Il enquête sur Hélène. Le sang de Katharina se glaça. Quand? Il y a un mois. Il surveille le cuillère de cuivre. Il est allé à ton appartement dans le 19e. Il vérifie tes dossiers de lycée d'Hélène. Et il trouve exactement ce que nous avons construit. Une serveuse sans famille, un casier judiciaire vierge et une triste histoire. La légende tient, mais il est bon. Il est méticuleux. Le lendemain, Geneviève était au domaine. Hélène, appela-t-elle, sa voix suspicieusement légère. Un monsieur Dubois est ici. C'est un vieil ami de la famille. Il aide à la sécurité des invités du mariage. Katharina entra dans le grand salon. Là, sirotant un thé, se trouvait un homme en costume froissé avec des yeux vifs et intelligents. C'était lui. Monsieur Dubois, voici Hélène, dit Geneviève. Dubois se leva. Enchanté, mademoiselle. Je disais justement à madame de Valois que j'étais dans votre ancien quartier à Paris la semaine dernière. Le monde est petit. C'était le test. Oh, dit Hélène, forçant un petit rire nerveux. Je suis désolé, c'est un tel désordre. Je n'y suis presque plus. Oui, dit Dubois, ses yeux ne la quittant pas, j'ai parlé à votre concierge, madame Martin. Il paraît que vous êtes une locataire modèle. Vous payez toujours en espèces. C'est juste plus facile, vous savez, dit Hélène en haussant les épaules. Les banques, c'est toujours si compliqué. Elle jouait son rôle à fond. La fille fauchée qui ne fait pas confiance aux institutions financières. Dubois sourit. J'imagine. Eh bien, ce fut un plaisir, madame de Valois. J'aurai mon rapport final sur la liste des invités d'ici vendredi. Quand il partit, Geneviève l'étudia. C'est un homme très méticuleux. Il croit qu'il faut mettre les points sur les i. Il trouve fascinant que vous ayez réussi à vivre si longtemps avec presque aucune empreinte numérique, pas de carte de crédit, pas de prêt étudiant, rien. Je suppose que je suis juste démodée, balbutia Hélène. Geneviève fit un geste dédaigneux de la main. Peu importe. C'est terriblement ennuyeux, ce qui dans ce cas est une bonne chose. Maintenant, nous devons décider des arrangements floraux. Je penche pour les pivoines, mais Robert dit qu'elles ne sont pas économiquement viables pour un mariage d'hiver. Katharina avait réussi. Elle était passée si loin sous le radar, son personnage d'Hélène était trop propre. C'était presque un handicap. Mais la vraie complication n'était pas le détective de Geneviève. C'était Adrien. Adrien était bon. Il était fondamentalement, sans équivoque, bon. Il était le seul de Valois qui semblait avoir une âme. Il se disputait avec son père au sujet de l'impact environnemental de l'entreprise. Il finançait secrètement des projets que son frère Robert avait rejetés, comme des œuvres de charité, et il aimait Hélène d'une dévotion féroce et simple. Un soir, ils s'échappèrent du domaine, laissant tomber les discussions sur le mariage, et se rendirent sur une plage normande. Ils s'assirent sur le capot de sa voiture, partageant un sac de frites qu'il avait acheté dans un snack. « Je les déteste parfois, » dit-il doucement, fixant l'océan. « Qui ? » ?»« Ma famille. Le spectacle, l'argent, les déclarations. Robert est obsédé par le pouvoir. Ma mère est obsédée par les apparences. Et mon père, il est juste obsédé par la victoire. Tu es la première chose réelle qui m'appartienne depuis peut-être toujours. » Il se tourna vers elle, ses yeux bleus scrutant son visage au clair de lune. « Je suis si heureux de t'avoir trouvée, Hélène. Je ne sais pas qui je serais si tu ne m'avais pas sauvée. » Katharina le regarda, l'homme qu'elle trahissait systématiquement, le fils de l'homme qui avait détruit son père, et elle sentit l'armure se fissurer. Elle sentit la mission, la vengeance, la décennie de planification, tout se brouiller et se déformer. Elle l'aimait. Cela ne faisait pas partie du plan. C'était la seule variable qu'elle n'avait jamais prise en compte. Elle se pencha et l'embrassa, un baiser plus profond et plus désespéré que tous ceux qu'elle avait simulés. « Tu m'as sauvé aussi, Adrien, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, Hélène et Katharina dirent exactement la même chose.
Cette nuit-là, elle ne sortit pas en cachette. Elle n'analysa pas les images de sécurité. Elle resta simplement dans ses bras, terrifiée, non pas d'être découverte, mais de réussir. Car pour gagner, pour obtenir justice pour son père, elle devait détruire le seul homme bon qu'elle avait rencontré dans toute la famille de Valois. Elle devait détruire Adrien. Le mariage était dans 2 jours. Le domaine de Valois était dans un état de chaos contrôlé. Une armée de fleuristes érigeait ce qui ressemblait à une forêt entière dans la grande salle de bal. Un bataillon de traiteurs avait envahi la cuisine de taille industrielle. La sécurité était partout. Un mélange de l'équipe privée de Valois et de la nouvelle sécurité du mariage, qui étaient en réalité les hommes de Benoît déguisés en personnel. C'était le moment. La fenêtre d'opportunité de Katharina se refermait. La serrure biométrique du bureau de Théodore était toujours un problème. Mais une semaine plus tôt, Théodore avait fait une chute, une petite glissade sur le terrain de golf, avait-il prétendu, mais il portait maintenant une attelle de poignet high-tech sur mesure. Katharina l'avait reconnu grâce à ses recherches. C'était un appareil médical qui surveillait ses signes vitaux et, plus important encore, utilisait sa biosignature unique pour communiquer avec sa technologie intelligente, y compris, elle le soupçonnait, la serrure de son bureau. Elle avait transmis l'information à Benoît. C'est un coup de poker, l'avait-il prévenu. Mais si je peux obtenir une capture de signal net, je pourrais être capable de simuler le feu vert de l'attelle. Tu n'auras qu'une seule chance. Une seule. Tu devras t'approcher de lui. Le dîner de répétition était l'occasion parfaite. C'était une affaire tendue et formelle au country club de la région. Théodore de Valois, l'air impatient, tenait le haut du pavé à une grande table. Hélène, dans sa robe de répétition, un modèle en soie bleu pâle que Geneviève avait approuvé, s'approcha de lui, les mains visiblement tremblantes, un mélange de nerfs authentiques et de jeux d'acteurs calculés. « Monsieur de Valois, dit-elle, sa voix fluette. Il leva les yeux, agacé. « Qu'est-ce que c'est, jeune fille ? Je voulais juste vous remercier pour tout ça, de m'avoir accepté. » Elle portait une coupe de champagne. En trébuchant sur le pied d'une chaise, elle bascula en avant, éclaboussant le champagne sur sa veste et, de manière critique, sur son poignet avec l'attelle. « Imbécile maladroite !» rugit-il en se levant d'un bond. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je suis si désolé, monsieur de Valois, s'effusa-t-elle, attrapant une serviette et tamponnant frénétiquement son poignet. « Lâchez-moi !» lança-t-il en repoussant sa main. Inutile, comme toutes les autres. Hélène fondit en larmes et s'enfuit aux toilettes. Adrien se leva d'un bond, fusillant son père du regard, et courut après elle. Geneviève avait l'air de vouloir que la terre l'engloutisse. Mais dans le chaos, alors qu'Hélène tamponnait son poignet, le microscanneur intégré à son ongle avait fait son travail. Elle avait capturé la fréquence unique de l'attelle médicale. Plus tard dans la nuit, de retour au domaine, elle retrouva Adrien dans le couloir. Il était furieux. « Ce que mon père a dit. C'est impardonnable. On peut tout annuler, Hélène. On peut s'enfuir et se marier maintenant. » Katharina regarda son visage, si plein d'amour et de colère juste en sa faveur. Son cœur se serra. « Non, Adrien. Non, nous sommes à 2 jours du mariage. C'est juste le trac. Il est stressé. Je vais bien. Vraiment. Je t'aime. C'est tout ce qui compte. » Il l'embrassa longuement et profondément. « C'est tout ce qui compte, » acquiesça-t-il. À 3h17 du matin, la maison était enfin silencieuse. Katharina, vêtue de noir de la tête aux pieds, une seule oreillette la reliant à Benoît, se tenait devant le bureau de Théodore. « Je suis en position, » murmura-t-elle. « D'accord, » répondit la voix de Benoît. « Je boucle la vidéo de surveillance de ce couloir. Tu as exactement 15 minutes. Je diffuse le signal capturé maintenant. » Katharina retint son souffle et posa sa main sur le scanner biométrique. La lumière du panneau clignota rouge, puis vert. La serrure s'ouvrit. « Je suis dedans », souffla-t-elle en se glissant à l'intérieur et en fermant la porte. Le bureau était sombre, sentant le vieux cuir et les cigares chers. Son serveur privé est derrière la peinture à l'huile du XVIIIe siècle. Celle de la tempête, chuchota-t-elle en se dirigeant vers elle. « Ouais, très original », marmonna Benoît. Elle trouva le panneau, un clavier numérique. La date de fondation de sa première entreprise. 04-11-1985. L'homme est un égocentrique. Le clavier accepta le code. La peinture coulissa sur le côté, révélant un petit coffre-fort climatisé, et à l'intérieur, un unique disque dur externe noir et un épais livre relié en cuir bordeaux. « Je l'ai », murmura-t-elle, sa main tremblant pour de vrai cette fois.
Le grand livre rouge et autre chose. Un disque dur. Oublie le livre. Copie le disque. Ce sont les vraies données. Branchez le duplicateur à haute vitesse. Elle connecta son appareil. La barre de progression avançait lentement. C'est ça, Benoît. C'est tout ce pourquoi mon père est mort. Prends juste les données et sors de là. 4. Ne deviens pas sentimental. Pendant que le disque se copiait, ses yeux tombèrent sur le livre en cuir, le grand livre rouge. Son père en avait été obsédé, un journal manuscrit de toutes ses transactions occultes. Ses doigts effleurèrent la couverture. Elle l'ouvrit et vit les noms. Le nom de son père, Julian Rostova, avec une seule ligne accablante, projet Rostova terminé. Retrait du marché complet. Elle vit d'autres noms. Des entreprises qu'elle reconnaissait, tout en faillite. Des familles ruinées. Le tout méticuleusement noté de l'écriture précise et arrogante de Théodore. Puis elle tourna une page, une nouvelle section, projection future. Et là, l'écriture changea. Elle était plus nette, plus acérée. Ce n'était pas celle de Théodore. C'était celle de Robert. C'était un plan. Un plan pour utiliser la nouvelle division de technologie verte de Valois Entreprises, le projet passionné d'Adrien, comme société écran pour blanchir de l'argent provenant de vente d'armes illégales. C'était une projection sur la manière d'évincer Théodore du conseil d'administration, en invoquant une capacité diminuée, et d'installer Robert comme PDG. « Oh mon Dieu, Benoît !» chuchota-t-elle, une nouvelle horreur froide s'emparant d'elle. Théodore n'est pas le boss final. C'est Robert. Il prépare un coup d'État. Le disque est copié, dit Benoît. Sors de là maintenant. Elle était sur le point de fermer le livre quand une dernière entrée, datée de seulement 2 semaines, attira son attention. C'était une autorisation pour un virement bancaire massif de plusieurs millions de dollars. Un virement qui finaliserait la nouvelle société écran. Il nécessitait 2 signatures, celle de Robert et celle d'Adrien. Elle était là, la signature d'Adrien, claire comme le jour, juste à côté de celle de son frère. Katharina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'était pas juste le gentil Adrien. Il n'était pas un innocent. Il était dans le coup. La technologie verte, le projet passionné, tout était un mensonge. Il était un mensonge. Kat, qu'est-ce qu'il y a? La voix de Benoît était vive. Il savait, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Il en fait partie, Adrien. Il a signé. Une douleur soudaine et vive explosa à l'arrière de sa tête. La pièce tourna alors qu'elle s'effondrait sur le sol. La dernière chose qu'elle vit fut le visage froid et suffisant de Robert de Valois, et M. Dubois, le détective privé, debout derrière lui, tenant un presse-papier très lourd. La serveuse maladroite, ricana Robert en la regardant de haut. Je savais que tu étais trop belle pour être vraie. Emmenez-la et découvrez pour qui elle travaille. Katharina se réveilla au bip-bip-bip rythmé d'un moniteur cardiaque. Sa tête lui donnait l'impression d'être remplie de frelons en colère. Elle était dans un lit, mais pas un lit d'hôpital. Les draps étaient en coton mille-fil. Elle était dans l'une des autres chambres d'amis du domaine, une dans l'ancienne aile. La porte était verrouillée. Son oreillette avait disparu. Son équipement avait disparu. Elle portait une simple nuisette en soie. La porte s'ouvrit. Geneviève de Valois entra, portant un plateau de petit déjeuner. Elle avait l'air calme, terrifiante de calme. « Bonjour, ma chère », dit Geneviève en posant le plateau. « Grand jour. Vous devez absolument manger. Vous avez l'air pâle. »« Quoi, qu'est-ce qui s'est passé ?» croissa Katharina. « Ce qui s'est passé, c'est que mon idiot de fils Robert a cru être malin. Ce qui s'est passé, c'est que lui et ce crétin de Dubois vous ont enfermé ici en supposant que je ne le découvrirai pas. » Geneviève versa une tasse de café. Robert est ambitieux. Mais il a toute la subtilité d'un train de marchandises. Katharina était perdue. Vous n'êtes pas de son côté. Geneviève rit. Un son sec et cassant. Oh, ma chérie. Non. Robert veut prendre la société de mon mari. Théodore a bâti cet empire. Robert veut le voler. Adrien veut juste sauver les baleines. Elle secoua la tête. Et vous, ma chère Hélène, vous êtes la chose la plus intéressante qui soit arrivée à cette famille depuis 20 ans. Vous saviez que je n'étais pas une serveuse. S'il vous plaît. Les chaussures ont été le premier indice. Elles étaient bon marché, oui, mais vous saviez marcher avec. Une vraie fille pauvre aurait boité de douleur. Vous êtes des services de renseignement militaire. Mon père. Oui. Julian Rostova, dit Geneviève en agitant la main. Théodore était très fier de celui-là.
Un retrait du marché, il appelait ça. Tellement négligé. Mais vous n'êtes pas négligé. Vous vous êtes fiancé à mon fils. Vous m'avez joué. Vous êtes entré dans le bureau. Vous êtes brillante. Et vous êtes la première personne dont Robert ait jamais vraiment eu peur. Katharina la regardait, abasourdie. Alors, quoi maintenant? Vous appelez la police et leur dites quoi? Que la fiancée de mon fils est une espionne industrielle. Que mon autre fils est un traître. Que mon mari est un escroc? Ne soyez pas absurde. Geneviève se leva. Non, aujourd'hui c'est le mariage. Le mariage? Je suis votre prisonnière. Vous êtes ma belle-fille. Ou vous le serez à 17h. Vous voyez, Hélène, nous avons un nouvel arrangement. Vous n'allez pas détruire la famille de Valois. Vous allez la sauver. Les yeux de Geneviève étaient des éclats de glace. Vous allez épouser Adrien. Vous allez être une de Valois. Et vous et moi, nous allons arranger ça. Nous allons neutraliser Robert. Nous allons mettre Théodore à la retraite. Et nous allons nous assurer que cette famille et cette entreprise survivent. Votre justice sera de mettre les bonnes personnes aux commandes. Et si je dis non? Dit Katharina, sa voix dure. Alors Robert avait raison, dit Geneviève, son ton devenant soudainement mortel. Il a déjà trouvé votre ami. Celui que vous appelez Benoît. Robert le détient. Dubois le retient au hangar à bateau. Si vous ne marchez pas jusqu'à l'hôtel, Monsieur Cartier aura un tragique accident. Une noyade le jour de votre mariage. Comme c'est terrible. Le sang de Katharina se figea. Benoît. Ils avaient Benoît. Vous êtes un monstre, murmura Katharina. Je suis une matriarche, corrigea Geneviève. C'est un travail beaucoup plus intéressant maintenant. L'équipe de coiffure et de maquillage sera là dans 1 heure. Soyez prêtes. La porte se verrouilla derrière elle. Katharina était piégée. Ils avaient Benoît. Ils l'avaient, elle. Et Robert. Robert, qui l'avait frappé, qui préparait un coup d'État. Il était toujours là, dehors. Et Adrien. Son estomac se tordit à la pensée de sa signature. Il savait. Il était complice. Pendant les 6 heures suivantes, Katharina fut une poupée. Elle fut épilée, maquillée et versée dans sa robe de mariée haute couture à 50 000 €. Ces demoiselles d'honneur, 2 femmes à l'air sévère de la sécurité de Valois, surveillaient chacun de ses mouvements. À 16h45, on frappa. C'était Adrien. Il avait l'air essoufflé, magnifique dans son smoking. « Hélène, tu n'es pas censée me voir, » rit-il, mais ses yeux étaient nerveux. « Mais je devais le faire. »« Ça va? Tu semblais distante ce matin. » Katharina regarda l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui avait approuvé la destruction de sa famille. L'amour qu'elle avait ressenti avait disparu, remplacé par un vide froid et dur. « Je vais bien, Adrien, » dit-elle, sa voix une copie parfaite de celle d'Hélène. Juste le trac avant le mariage. Il lui prit les mains. « Je dois te dire quelque chose. Et j'aurais dû te le dire avant. C'est à propos de mon père et de Robert. » Katharina attendit. « Ce ne sont pas de bonnes personnes, Hélène, » dit-il, la voix basse. « Et j'ai signé quelque chose. Robert m'a dit que c'était pour le projet de technologie verte, une formalité fiscale, mais je pense que c'était autre chose. Je pense que c'était grave et je vais arranger ça. Après la lune de miel, je vais aller voir les autorités. Je veux juste que tu saches que je t'aime et que je ne suis pas comme eux. » Katharina regarda ses yeux désespérés et sincères. Il ne savait pas. Il n'était qu'un imbécile. Un imbécile utile et naïf qui avait été joué par son propre frère. La signature. Ce n'était pas de la collaboration. C'était de la négligence. Elle ne savait pas si c'était mieux ou pire. « Il est temps, » dit l'une des demoiselles d'honneur de la sécurité. Adrien l'embrassa. « Je te vois à l'hôtel. » Alors qu'il partait, Katharina surprit son reflet dans le miroir. La robe blanche, le voile, la mariée parfaite. Une prisonnière dans un palais. Geneviève l'avait. Robert l'avait. Adrien. Adrien venait de sceller son propre destin. « Non, » murmura Katharina à son reflet. Il lui restait une carte à jouer, une que Geneviève n'avait pas anticipée. Quand il l'avait nettoyée, ils avaient pris ses crochets, ses scanners, son oreillette. Mais ils avaient manqué une chose, un minuscule clou d'oreille semblable à un diamant. Ce n'était pas un diamant. C'était un microphone de diffusion en direct connecté à un serveur cloud que Benoît avait insisté pour qu'elle porte. Un bouton de panique, l'avait-il appelé. Si jamais tu es en pleine lumière et que tu ne peux pas atteindre un micro, tape dessus 3 fois.
Il enregistrera et diffusera tout. Elle leva la main, tremblante, et tapa. Une fois, 2 fois, 3 fois. La musique commença en bas. La marche nuptiale. C'est l'heure du spectacle, murmura-t-elle. La descente de l'allée fut la plus longue de la vie de Katharina. La grande salle de bal était méconnaissable, transformée en une fantaisie blanche et dorée. 200 des personnes les plus puissantes de Paris la regardaient. Elle vit Geneviève au premier rang, son visage un masque de triomphe serein. Elle vit Robert, l'air suffisant. Elle vit Théodore, l'air ennuyé. Et au bout de l'allée, elle vit Adrien. Son visage n'était que pure adoration. Il voyait son Hélène, la serveuse qui avait capturé son cœur. Il n'avait aucune idée qu'il était un agneau mené à l'abattoir. Elle atteignit l'autel. Adrien lui prit les mains. Elles étaient glacées. « Tu trembles, murmura-t-il. Je suis juste si heureuse, mentit-elle. La cérémonie commença. L'officiant, un homme qui semblait appartenir à un vitrail, psalmodiait sur l'amour et la confiance. L'esprit de Katharina tournait à plein régime. Benoît était au hangar à bateau. Geneviève pensait avoir gagné. Robert pensait avoir gagné. Adrien était un pion. Et elle était la bombe sur le point d'exploser. Le plan avec Benoît avait toujours été qu'elle obtienne les données et qu'il les divulgue anonymement. Mais maintenant, c'était impossible. La seule façon de sauver Benoît, la seule façon d'échapper à Geneviève, la seule façon de les faire tous tomber, était de le faire publiquement. De créer un désordre si grand, si bruyant, que personne ne pourrait l'étouffer. Et vous, Adrien, prenez-vous Hélène pour votre légitime épouse, pour la voir et la chérir, dans la maladie comme dans la santé. Je le veux, dit Adrien, sa voix résonnant de confiance. Et vous, Hélène, prenez-vous Adrien pour votre légitime époux. Katharina prit une profonde inspiration. Elle se tourna, non pas vers l'officiant, mais vers Adrien. Il a signé les papiers, Adrien, dit-elle, sa voix n'étant plus celle d'Hélène. C'était celle de Katharina, claire, froide et portante. Adrien cligna des yeux. Quoi? Hélène, qu'est-ce que tu? La musique, une douce pièce classique, vacilla. L'officiant s'éclaircit la gorge. Mademoiselle. Les vœux. Katharina se tourna pour faire face à la foule. Mon nom n'est pas Hélène. Mon nom est Katharina Rostova. Mon père était Julien Rostova. Un nom dont je suis sûr que vous, Théodore, vous souvenez bien. Théodore de Valois devint blême. Katharina, dit Adrien, sa voix pleine de confusion. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Ce n'est pas une blague, dit-elle, sa voix amplifiée par le micro de sa boucle d'oreille, qui diffusait maintenant vers un serveur que Benoît avait préconfiguré pour envoyer l'enregistrement à tous les principaux médias, et plus important encore, à l'AMF et à la brigade financière. Pendant 10 ans, j'ai planifié cela. Pendant 10 ans, j'ai attendu. Je suis venu ici pour trouver la preuve que cet homme, Théodore de Valois, a détruit mon père. La foule était figée. Des murmures d'étonnement parcoururent les bancs. Et je l'ai trouvé, annonça Katharina. J'ai trouvé son grand livre rouge. Celui où il détaille le « retrait du marché » de mon père. Celui où il détaille la ruine de dizaines de familles, tout cela pour construire cet empire. C'est absurde, rugit Théodore en se levant. Sécurité, faites sortir cette femme. Mas Katharina continua. Ce n'était pas le meilleur. Elle tourna son regard vers Robert. Le meilleur, c'était de trouver votre registre, Robert. Le plan d'utiliser le projet de technologie verte de votre frère pour blanchir de l'argent de marchands d'armes. Le plan de faire interner votre propre père pour que vous puissiez prendre le contrôle. Quelle ambition! Le visage de Robert était un masque de fureur. Elle ment. Elle est folle. Vraiment? Katharina sourit, d'un sourire terrible et froid. Ou est-ce que vous et Monsieur Dubois avez simplement oublié de vérifier mon autre boucle d'oreille? Elle tapota le diamant. Tout. Chaque mot que vous avez dit dans ce bureau, Robert. Chaque menace que Geneviève t'a proférée ce matin. Le masque parfait de Geneviève se fissura. Elle comprenait. Elle comprenait trop tard à qui elle avait affaire. Geneviève, dit Katharina, sa voix s'adoucissant avec une pitié feinte. Vous n'auriez pas dû menacer Benoît Cartier. C'est mon partenaire, et il est actuellement à votre hangar à bateau, mais il n'est pas seul. Il est avec 2 agents de la brigade financière qui écoutent une retransmission en direct de tout ce domaine depuis que j'ai tapoté ma boucle d'oreille ce matin. Comme si c'était le signal, les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée. Pas la sécurité, mais des agents fédéraux. Brigade financière, personne ne bouge. Chaos. Chaos absolu. Les invités hurlaient.
Robert tenta de s'enfuir par une porte latérale, pour être plaqué au sol par un agent déguisé en serveur. Théodore se serra la poitrine et s'assit lourdement. Geneviève resta simplement assise, figée, tandis qu'un agent s'approchait d'elle. Katharina se tenait à l'autel, l'œil du cyclone. Et puis il y avait Adrien. Il n'avait pas bougé. Il la fixait simplement, son visage un désert de choc, de trahison et de compréhension horrifiée naissante. « Katharina » murmura-t-il, le nom sonnant étranger sur sa langue. Il m'a dit que c'était une formalité fiscale. Je ne savais pas. Je te le jure, je ne savais pas. Katharina regarda l'homme qu'elle avait aimé et l'homme qu'elle venait de détruire. Je sais, dit-elle. Et le plus terrible, c'est qu'elle le croyait. Il n'était qu'un imbécile. Est-ce que quoi que ce soit était réel? Demanda-t-il, ses yeux bleus suppliants. Le bistrot, les discussions, la plage. Katharina le regarda, le bruit des arrestations, les pleurs, les cris s'estompant en arrière-plan. Elle lui devait cette dernière terrible vérité. Les sentiments étaient réels, Adrien, dit-elle, sa propre voix se brisant enfin. C'était la seule partie que je n'avais pas prévue. Et c'est la seule partie qui a failli tout gâcher. Elle tendit la main et détacha les diamants de Valois de son cou. Elle laissa tomber le collier inestimable sur les roses blanches de l'autel. Elle rassembla sa robe stupidement grande, tourna le dos à Adrien de Valois, et descendit l'allée, dépassant les invités stupéfaits et les agents fédéraux. Son mariage, un succès complet et total. Le mariage du siècle, comme la presse l'avait venimeusement surnommé, devint le procès du siècle. Les suites ne furent pas une victoire tranquille. Ce fut une explosion qui déchira le socle financier et social de Paris. Katharina Rostova, son identité désormais publique, devint une icône malgré elle. Elle était le fantôme sorti d'un passé en ruine, la serveuse qui avait renversé un empire. Elle était harcelée par les paparazzis, par les familles d'autres victimes, par des offres pour des livres et des films. Elle les ignora tous, se retirant dans le travail silencieux et méthodique de la justice. Aux côtés de Benoît Cartier, qui avait été secouru du hangar à bateau, physiquement indemne mais profondément secouée, elle devint le témoin vedette inébranlable de l'accusation. Le procès fut un spectacle exténuant d'un mois. La copie numérique du disque dur, combinée aux enregistrements secrets haute fidélité de sa boucle d'oreille en diamant, constituait un dossier en béton armé. Le témoignage de Benoît exposa le cadre technique, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'aucune donnée n'avait été falsifiée. Puis vint la chute de la maison de Valois, un par un. Théodore de Valois fut le premier à craquer. Le patriarche arrogant, qu'il avait autrefois réprimandé pour avoir renversé du champagne, était une figure dégonflée et cendrée dans la salle d'audience. Confronté à des preuves irréfutables de décennies de fraude, de raquettes et de l'élimination systématique et de sang-froid de ses concurrents, ses avocats s'agitèrent. Faisant face à une peine à perpétuité et luttant contre un cœur défaillant que ses crimes avaient probablement financé, il accepta une négociation de peine. Son témoignage, donné d'une voix faible et avide, fut une dernière confession pathétique en échange d'une peine dans une prison médicale sécurisée. Robert de Valois, cependant, se battit, arrogant, ricanant et totalement convaincu de sa propre supériorité. Il tenta de dépeindre Katharina comme une menteuse hystérique et vengeresse. Ses avocats plaidèrent la provocation, la manipulation émotionnelle et la folie. Ce fut une erreur de calcul fatale. Lorsque l'accusation diffusa l'enregistrement du bureau de Théodore, la voix froide de Robert alors qu'il frappait Katharina, son exposé suffisant du complot de vente d'armes, la révulsion du jury fut palpable. Ils délibérèrent moins de 2 heures. Le verdict de culpabilité, sur tous les chefs d'accusation, sembla être la seule chose dans la vie de Robert qui l'ait jamais véritablement surpris. Il fut emmené, menotté, un vieil homme avant l'heure. Mais ce fut le procès de Geneviève qui captiva le public. Elle arrivait chaque jour dans des tailleurs sombres et sur mesure, ses cheveux blonds argentés parfaits, son expression d'offense aristocratique et ennuyée. Elle était la matriarche lésée défendant sa famille. Puis l'accusation diffusa l'enregistrement final, celui de la chambre d'amis le matin du mariage. La salle d'audience entendit la voix glaciale et précise de Geneviève. « Si vous ne marchez pas jusqu'à l'hôtel, Monsieur Cartier aura un tragique accident. Une noyade. » Le masque ne se contenta pas de se fissurer, il vola en éclats. Pour la première fois, le public vit le monstre sous le vernis. Son sang-froid se dissolut en une rage brute et crachotante, suivie d'un vide soudain et terrifiant. Accusée d'enlèvement, de complot en vue de commettre un meurtre et d'entrave à la justice, la femme qui vivait pour les apparences fut défaite par ses propres mots. Elle n'était, en fin de compte, qu'une autre criminelle brutale. Et puis, il y avait Adrien. Adrien était le joker juridique. Sa signature figurait indéniablement sur les documents initiaux de la société Écran.
Il était, à la lettre de la loi, un complice. Katharina fut appelée à témoigner. Le procureur l'interrogea sur l'implication d'Adrien. C'était le moment. Elle aurait pu l'enterrer. Elle aurait pu prétendre qu'il était un participant consentant, l'acte final de sa vengeance. Au lieu de cela, elle authentifia simplement son dernier enregistrement, celui de l'hôtel. Le tribunal écouta dans un silence stupéfait le murmure désespéré d'Adrien. Il m'a dit que c'était une formalité fiscale. Je ne savais pas. Je te le jure. Ils entendirent son projet d'aller lui-même voir les autorités après la lune de miel. C'était la vérité. C'était, comme elle le lui avait dit, la partie qu'elle n'avait pas prévue. La défense d'Adrien fut inexistante. Il refusa d'en avoir une. Il plaida coupable d'un seul chef d'accusation de négligence criminelle, mais sa véritable expiation eut lieu en dehors de la salle d'audience. Il déclencha immédiatement, et contre l'avis frénétique de ses quelques avocats restants, la liquidation de toute sa fortune. Il vendit aux enchères l'appartement du Marais, les supercars, la collection d'art. Chaque dernière trace du nom de Valois. Chaque centime, une fortune qui défiait l'imagination, fut placée dans un fonds d'indemnisation des victimes. Il dirigea personnellement la charte du fonds pour commencer par les familles que son père avait détruites. La famille Rostova était en tête de liste, mais elle était suivie par des dizaines d'autres. C'était un démantèlement public et absolu de sa propre vie. Le juge, citant ses efforts sans précédent de restitution et son manque évident d'intention criminelle, le condamna au minimum, 6 mois dans une prison à faible sécurité. Il n'essaya jamais de contacter Katharina. Il n'envoya jamais de lettres. Il ne fit jamais appel à un avocat pour la joindre. Il disparut simplement dans le système, acceptant sa part de responsabilité. Une année passa. Le bruit se calma, les gros titres s'estompèrent. Rostova Investigation, financée par la restitution qu'Adrien avait fournie, était désormais l'une des agences de lutte contre la fraude en entreprise les plus respectées du pays. Elle était installée dans un bureau élégant et moderne, à des années-lumière du centre de commandement poussiéreux où Hélène avait comploté sa vengeance. Katharina était à son bureau. Le bureau était sombre, à l'exception de la lueur de ses moniteurs, penchée sur un nouveau cas. Elle était douée pour ça. Elle construisait quelque chose, pas seulement en train de démolir. Son assistante sonna à l'interphone, la voix hésitante. « Madame, je suis désolé de vous déranger si tard, mais il y a un monsieur Lemoine ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous. » Katharina soupira, agacée. « Je suis occupée. Dites-lui de prendre rendez-vous pour demain. »« Madame, il m'a dit de vous dire qu'il fait un excellent café. » Le stylo de Katharina se figea. Sa tête se redressa brusquement, son cœur donnant un seul coup douloureux contre ses côtes. Elle se leva lentement, les vieux réflexes, les vieilles blessures raidissant ses épaules. Elle sortit de son bureau, traversa le couloir et entra dans le hall d'accueil silencieux et vide. Il était là, le dos tourné aux portes vitrées, regardant les lumières de la ville. Il avait l'air plus mince, mais en bonne santé. Ce n'était pas Adrien de Valois, le millionnaire. C'était juste Adrien. Il portait un simple jean bien usé et un henlet gris, celui qu'il portait le jour de leur rencontre. Il se tourna, et il tenait 2 gobelets en carton bon marché d'un bistrot du coin. Il n'avait pas l'air d'un prince. Il avait juste l'air d'un homme. Il lui tendit l'un des gobelets. Sa main était stable. « C'est juste du café, » dit-il. Sa voix était la même, mais la confiance aristocratique facile avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme. Noir, comme vous, comme Hélène l'aimait. Elle le regarda, puis le gobelet. La rage qu'il avait alimentée pendant une décennie avait disparu, consumée par le procès. La vengeance avait été assouvie, et elle l'avait trouvée creuse. Tout ce qui restait était la cicatrice complexe et douloureuse de ce qu'ils avaient tous deux traversé. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, » dit-il quand elle ne bougea pas, ni où aller d'autre. « J'ai purgé ma peine. Je ne suis pas lui, Katharina. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ce nom. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Adrien ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était juste fatiguée. « Mon nom est Adrien Lemoine maintenant, techniquement. Le juge m'a laissé le changer, » dit-il avec un petit haussement d'épaule autodérisoire. « J'ai un travail dans une organisation à but non lucratif. En fait, je suis l'auditeur. Je trouve l'argent que les gens essaient de cacher. Ça vous dit quelque chose ?» Il baissa les yeux vers le café. « Je repars de zéro. Je devais voir. Je devais savoir si la personne que j'ai rencontrée au bistrot, celle qui parlait de faire ce qui est juste, je devais savoir si une partie d'elle était encore là. » Katharina regarda l'homme qui avait été sa cible, son amant,
sa victime et sa plus grande complication. Il lui demandait si elle était réelle. Elle tendit enfin lentement la main et prit le gobelet en carton chaud. Ses doigts effleurèrent les siens. Son nom était Katharina, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Et elle est juste ici. Une lueur de soulagement passa sur son visage, si profonde qu'elle était presque douloureuse à regarder. Il lui adressa un petit sourire asymétrique. Ce n'était pas le sourire confiant d'Adrien de Valois. C'était le sourire hésitant et plein d'espoir dont elle se souvenait de ce premier mardi pluvieux, celui qui avait tout commencé. Eh bien, dit-il en levant son propre gobelet en guise de toast. Au nouveau départ. Katharina regarda le café noir brûlant, puis ses yeux sincères et sans défense. Elle ne sourit pas. Pas encore. C'était trop tôt. Le gouffre entre eux était trop large, trop plein de fantômes. Mais elle ne se détourna pas. Elle hocha simplement la tête une fois et prit une gorgée. En fin de compte, l'empire de Valois n'a pas été renversé par une société rivale ou un krach boursier. Il a été renversé par la volonté inébranlable d'une femme et une histoire d'amour bâtie sur un tissu de mensonges. Katharina Rostova a obtenu sa justice. Mais elle a aussi découvert que la vérité est toujours plus compliquée que le plan. Et Adrien, dépouillé de son nom et de sa fortune, a finalement trouvé la seule chose qu'il cherchait, quelque chose de réel. Qu'en pensez-vous? Katharina était-elle une héroïne ou est-elle allée trop loin en utilisant le cœur d'Adrien comme une arme? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux. Merci de nous avoir rejoints pour cette histoire incroyable. Si vous avez ressenti ce rebondissement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec un ami qui aime le drame. Et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire de notre part.